Pourtant, la prochaine édition, le DSM-5, est en train d'être rédigée. Sa date de parution est prévue pour 2012. Pour l'instant, les négociations sont tenues secrètes sur les nouveaux troubles psychiatriques à inclure. Mais nous connaissons certains de ces nouveaux troubles. Le trouble de la dépendance à l'Internet faisait l'objet d'une blague dans le journal du New Yorker en 1997. Mais on affirme à présent que 25 millions de personnes sont peut-être des surfeurs compulsifs. Parmi d'autres troubles dans le DSM-5, on trouve le trouble de l'acheteur compulsif, le trouble de l'alimentation excessive, le trouble de l'apathie, le syndrome de l'aliénation parentale, le trouble relationnel et le trouble explosif intermittent, colère du conducteur. Ils représentent tous des catégories de maladies et un psychotrope a déjà été désigné pour traiter chacun d'eux. D'après l'APA, 19 des 27 psychiatres du Conseil d'approbation des troubles de la prochaine édition du DSM ont des liens financiers avec les entreprises pharmaceutiques. La situation a tant dégénéré que l'auteur du DSM-3, Robert Spitzer, et l'éditeur du DSM-4, Allen Frances, ont alerté le grand public. Il se pourrait que l'APA soit accusée de conflit d'intérêts. Le DSM-5 vise à créer de nouveaux patients pour les psychiatres et de nouveaux clients pour les compagnies pharmaceutiques. Mais la communauté psychiatrique a décidé de ne pas considérer la question. Et pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, la psychiatrie engrange plus de 80 milliards de dollars pour les firmes pharmaceutiques. Chaque nouvelle édition du DSM comprend un plus grand nombre de diagnostics que l'édition précédente et vise une tranche plus large de la population, telles que les personnes du troisième âge, les militaires, les femmes enceintes et même les enfants. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A 2-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody that's a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're 2-year-olds. How can you even diagnose a 2-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way? Because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature, like if they had a physical illness. This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. De nos jours, on a diagnostiqué chez près d'1 million d'enfants un trouble bipolaire, un chiffre qui dépasse le nombre d'autistes et de diabétiques combinés. En 2007, un demi-million d'enfants et d'adolescents ont eu une prescription pour un antipsychotique, ce qui comprend 20 000 enfants âgés de moins de 6 ans. Des antipsychotiques, qui sont des substances chimiques très fortes, réservées à l'origine à ceux qui souffraient de graves problèmes mentaux, représentent dorénavant une industrie de 22,8 milliards de dollars. If you spent days reading the newest DSM, you would be able to diagnose every human being that you ever saw. And with the diagnosis comes a treatment. The DSM most definitely helps in the prescribing of drugs. It legitimizes the process of pulling out the prescription pad. Because here is this disease entity. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create a medication for. The only thing that we've left out of that equation is the person. Pourtant, les gens de la rue ne sont pas du tout conscients du fait qu'un diagnostic psychiatrique ne repose pas sur quelque chose de médical, mais sur une liste de comportements ayant fait l'objet d'un vote. Ce qui soulève la question: comment les psychiatres qui ont inventé ces troubles font pour que les gens croient les avoir? Selon les psychiatres à l'Organisation mondiale de la santé, 450 millions de personnes dans le monde souffrent d'un trouble mental. Plus de 3 fois les agglomérations de Tokyo, New York, Los Angeles, Londres, Paris, Mexico, Mumbai,
Milan, Madrid, Toronto, Washington, Athènes, Melbourne, Hong Kong, Singapour, Rome et Berlin, combinés. Existe-t-il une telle quantité de malades mentaux? Ou est-ce tout simplement un bon coup de marketing? Au début de l'année 1999, aux États-Unis, la nouvelle selon laquelle une maladie faisait rage se propageait. Voici ce que l'on pouvait lire sur un poster. Vous rougissez, transpirez, tremblez, peut-être avez-vous du mal à respirer. Et son titre, imaginez être allergique aux gens. Cette maladie, c'était le trouble de l'anxiété sociale, SAD, ou SAD. On disait que 13,3% de la population américaine l'avait. Et pour découvrir de plus amples informations, les lecteurs étaient invités à contacter un groupe appelé l'Association du trouble de l'anxiété sociale. Ce dont on n'informa pas le grand public, c'est que l'association et la campagne avaient été créées par une agence de relations publiques et avaient été financées par une compagnie pharmaceutique. Plus tard dans l'année, alors que la campagne sensibilisait des millions de personnes à cette maladie précédemment inconnue, l'antidépresseur Paxil devint le premier psychotrope approuvé par la FDA pour le traitement du trouble de l'anxiété sociale. Des psychiatres tels que Jack Gorman de l'Université de Columbia et Maurice Stein de l'Université de Californie à San Diego furent embauchés pour être les porte-parole de la campagne publicitaire du Paxil. En l'espace de 3 ans, le Paxil passa de la 3e à la 1re place de sa catégorie de psychotropes. Plus tard, le directeur du produit Paxil se vanta. Le rêve de tout agent commercial est de trouver un marché non identifié et inconnu et de le développer. Nous avons réalisé ce rêve avec le trouble de l'anxiété sociale. Les concurrents du Paxil s'en étaient aperçus. La même année, Pfizer obtint l'approbation de la FDA pour lancer le Zoloft sur le marché, un antidépresseur censé traiter le trouble du stress post-traumatique. Pfizer a aussi embauché une firme de relations publiques pour établir son propre groupe psychiatrique de façade et a payé des psychiatres pour faire connaître ce trouble. Selon la campagne, 1 personne sur 13 souffre de ce trouble dans sa vie, c'est-à-dire tous ceux qui seraient les témoins d'un acte de violence, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement affligeant. À l'instar des ventes du Paxil, celles du Zoloft montèrent en flèche. For the psychiatric drugs, the goal is to have as many people on them as possible. So the way to do that is to convince normal people that they have some defect or mental disease or condition that requires treatment. So I mean that's the way they do it. They hire these big marketing companies that come up with these campaigns. We're going to tell you about your disease so that you can lead a happier, healthier life. Oh, and by the way, we have a drug too that helps to treat this disease. On appelle cet usage « vendre des maladies », une expression qui fut définie ainsi par le défunt journaliste Lynn Payer. Essayer de convaincre des gens essentiellement en bonne santé qu'ils sont malades, ou des gens qui sont légèrement malades qu'ils le sont gravement. À Madison Avenue, on accomplit cette vente de maladies au moyen d'une stratégie dans laquelle on lance des maladies. De la promotion des maladies mentales est faite, comme on le ferait pour des voitures, de la bière ou de la lessive. Vince Perry, le grand maître de cette stratégie à New York, a déclaré « Le domaine de guérison le plus enclin à accepter ce lancement de maladies, c'est celui de l'anxiété et de la dépression, car leurs symptômes physiques sont rarement mesurables et peuvent donc être définis conceptuellement. » Perry suggéra ensuite